Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Marc Brulé, directeur général et cofondateur de l'ONG Green Lotus en Birmanie. Je sais que Green Lotus a été vraiment la première structure à parler climate change, le réchauffement climatique, à un certain nombre de dirigeants qui sont ministres actuellement, députés et tout, donc on est un peu, on est un petit peu fiers dans notre coin, en petite ONG. Mais on a contribué à ça, à une dynamique de sensibilisation au changement climatique. Jean-Marc a un parcours atypique, de la politique en France jusqu'à la création de l'ONG Green Lotus. Il nous partage notamment sa vision des Birmans vis-à-vis des sujets du réchauffement climatique, de Green Lotus bien évidemment, et de leur business model, tout comme de son projet d'implémentation d'hydrolien flottant en Birmanie grâce à la start-up française HydroQuest. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, c'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités. Bonne écoute. Sur le deuxième pilier du coup de Green Lotus, donc tu as l'activisme dont tu viens de parler, et tu as le second pilier qui est la partie projet. Quel type de projet vous accompagnez du coup en ce moment ? Est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Oui, parce que ça occupe malgré tout la majeure partie de mon temps. Alors il y a notre navire amiral, notre projet auquel on tient le plus et qui est de très longue haleine, qui est un peu emblématique de tout ce qu'on fait, qui touche à tout et qui notre à la fois notre principal financement, enfin nos deux principaux financements et puis surtout notre outil de structuration et de visibilité dans le pays, c'est la promotion de ce qu'on appelle l'hydrolien flottant. Alors c'est très spécifique, on va pas en faire des plombes sur le sujet, mais disons que dans le monde de l'hydroélectricité, il y a les barrages, il y a les petits barrages, il y a la micro-hydro, comme on dit, c'est des petites retenues, des petits barrages, il y a la moyenne hydro, en tout cas il y a les retenues fixes. Et puis il y a ce qu'on appelle l'hydrolien flottant, et on appelle ça en France des hydroliennes. On appelle ça floating hydro en anglais. Donc les hydroliennes sont donc des barges, des turbines qui sont fixées à des barges qui sont flottantes et qui sont connectées à la berge et qui fournissent l'électricité, qui dépendent de la vitesse des rivières. Et la Birmanie a des fleuves ou des très longues rivières qui ont un potentiel, là aussi je passe, c'est très, très long à raconter, un potentiel extraordinaire. D'ailleurs, globalement, la Birmanie a le 10e plus grand potentiel hydroélectrique de la planète. Et évidemment, il y a ici et là, il y a une 50aine de barrages dans le pays, dont la moitié vont s'effondrer. Ça va être joli quand ça va se faire, s'ils ne sont pas renforcés d'ici là. Et puis, ils sont très mal gérés. Et puis, il y a plein de projets nouveaux, mais il y a ces barrages, il y a des barrages géants qui ont une population entière, surtout dans les montagnes, des populations ethniques, des ethnies minoritaires, dont des endroits assez célèbre, le triangle d'or, très célèbre dans la jungle Shan, partagé avec le Laos et la Thaïlande, et entre donc cette rivière qui s'appelle la Salween et le Mekong. Donc, dans tout ce secteur-là, évidemment, il y a un potentiel pour des barrages, mais il y a une population qui est armée, et c'est pas une figure, un trait d'esprit, c'est armé pour pouvoir s'opposer. Et de toute façon, l'ensemble des politiques, l'ensemble des autorités, enfin la totalité de la société est opposée à ces immenses barrages, mais la corruption aidant, il y a ces projets de barrages. Mais nous, on apporte une alternative, ce n'est pas la même chose, mais donc on apporte une source d'électricité avec une solution qui appartient au monde des énergies renouvelables, qui a d'autres intérêts, d'autres qualités par rapport au solaire et à l'éolien. Et il y a un potentiel pour le solaire et l'éolien qui est extraordinaire en Birmanie. On travaille aussi dessus
mais on a moins de projets. Enfin, on a déjà des petits projets. Sur le solaire, on a des perspectives, on a des projets en cours et on travaille sur des projets, mais c'est surtout sur cette partie-là qu'on en a le plus. Donc, et en plus, c'est vraiment nouveau. C'est une innovation française. Ça, voilà. Et pourquoi avez-vous choisi spécifiquement l'hydrolien plutôt que l'éolienne et le solaire? Et quelle est l'entreprise qui vous accompagne dans ce projet? Donc l'entreprise, je vais la citer quand même, parce que un peu de pub gratuite. Elle s'appelle HydroQuest. Elle est basée à Grenoble et ils font la meilleure et la plus belle, esthétiquement parlant aussi, turbine d'hydrolienne du monde. Et on va en mettre des centaines sur la Salween en Birmanie. Et c'est surtout une énergie constante, un apport de production d'électricité constante, contrairement à l'éolien et au solaire. Et donc il n'y a pas besoin de logique de gestion algorithmique de la fourniture d'électricité, ni de siège de batterie. Et par ailleurs, c'est surtout zéro impact environnemental, zéro impact social. Et le plus beau, pour conclure, c'est ça le plus important, c'est que ça fait système. C'est un outil qui fait système, puisque c'est un outil, on va dire, c'est de la moyenne électricité, c'est la moyenne taille, c'est des medium plants. Et ça a une logique d'énergie régionale. C'est pas des grandes centrales. C'est pas non plus des petits mini-grids ou des mini-grids de village. C'est vraiment des équipements qui peuvent fournir des milliers ou des centaines de milliers de personnes par ferme d'hydrolienne, mais à une échelle régionale. Et ça se joue sur du moyen voltage. Et donc une implantation de fermes d'hydrolienne a un impact économique immédiat sur les populations, puisque tout d'un coup on a l'électricité et la lumière fut. Et on a donc une société qui se développe à la lumière, entre guillemets, puisque la société birmane dans les montagnes, dans les jungles, surtout près des frontières, c'est la drogue, c'est la contrebande. Bon, c'est moins la drogue maintenant, mais c'est toujours plus que jamais la contrebande, et c'est de la petite contrebande de peu de valeur qui me permet que de survivre. Et alors que là, avec l'univers un autre univers économique, on peut développer à l'échelle régionale un développement économique régional soutenable avec de l'écotourisme, de l'agriculture responsable ou même biologique, de l'économie de proximité, de l'artisanat de qualité, des choses comme ça, et bien sûr de la production énergétique à l'échelle d'une région. Et donc ça a un outil non seulement pour le développement économique local, mais à la fin pour la paix et pour le développement et pour la paix dans ce pays. Donc c'est aussi un argument de paix, et Dieu sait si la paix et la réconciliation entretenues dans cette région est l'un des sujets fondamentaux de l'avenir de la politique birmane. Et à date, vous avez pu aider à l'implémentation de combien de... Alors, ça se passe pas comme ça. Alors, la réponse est 0. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est de très très longue haleine. C'est une innovation. Il y a une seule ferme, elle est en France, à Lyon. Ok, très bien. Voilà, il y en a 4. Donc, la première ferme, tout le monde rêve qu'elle soit en Birmanie, ce qui serait extraordinaire. Ce qui serait logique, c'est le premier pays où la société HydroQuest a fait confiance à Green Lotus pour l'aider à développer cela. Et donc, c'est le pays le plus avancé en termes... et ça prend des années. Mais on ne désespère... C'est pas qu'on ne désespère pas, c'est que au jour d'aujourd'hui, et bien en l'occurrence dans quelques jours, on va signer une convention de partenariat avec l'État, le gouvernement de l'État Shan. Donc c'est un gouvernement fédéral, c'est un gouvernement de la région, de l'État autonome Shan au sein de la Fédération de Birmanie. Et donc avec le gouvernement autonome régional, on va signer une convention pour le développement de 2 projets qui ont été visés, qui ont été expérimentés, qui ont été étudiés avec des études qui ont pris quand même 2 ans, des études physiques, géologiques, enfin hydrologiques, que j'ai faites moi-même pour une part, ce qui m'a amené à me balader en pirogue à plusieurs reprises pendant des jours et des jours sur la Salween en mettant une machinerie coûtant un prix exorbitant dans l'eau pour calculer la vitesse. En manquant de tomber plusieurs fois dans l'eau, en dormant sur la berge ou sur des
petites rives en dessous des arbres remplis de singes et toutes sortes de choses amusantes dans la jungle birmane. Mais bon, après, moi je vis comme les Birmans. Voilà, des expériences, des aventures inattendues, mais tout à fait intéressantes. Et donc là, on peut espérer, au mieux d'un certain développement, mettre un pilote, une première machine qui serait pilote, qui servirait de visibilité, mais aussi d'outil d'expérience, d'adaptation de la machine à l'environnement d'une rivière d'Asie, ce qui n'est pas la même chose qu'une rivière française. La Salween, la rivière dont on parle, à la Mousson, elle prend 15 mètres de haut en plus. Là, elle a pris 20 mètres cette année en plus. Donc, les villages dans lesquels j'habite habituellement ont été inondés jusqu'au toit. Donc, c'est tout à fait sympathique. Et je pense, mais c'est tous des amis maintenant, donc j'ai un peu de la peine en pensant à tout ce qu'ils doivent écoper. Et donc voilà, on peut espérer ça. Et donc, si ça marche, il faut voilà, dans 6 mois, la machine, 6 mois après, elle a donné tous ses résultats. On a convaincu tout le monde, les investisseurs, tout ça. Et donc, on lance la production. Et voilà, et dans 2 ans, on a une première ferme qui s'installe. C'est génial. Mais alors, je dis ça parce que je suis un optimiste et un optimisateur. Mais je disais, quand j'ai rencontré HydroQuest la première fois, fin 2015, moi, je croyais que première ferme, elle serait installée 1 an et demi plus tard, quoi. Donc voilà. Chaque chose en son temps. Beaucoup de leçons ont été prises grâce à cette aventure qui fait grandir. Je vais revenir sur Green Lotus et sur le business model, on en parlait là au tout début. Est-ce que tu peux du coup nous partager, on a compris là que la majorité de ton activité, en tout cas en termes de temps, elle est basée sur la partie projet, plus que sur la partie activisme. En termes de business model, comment est-ce que tu gères ces deux parties-là et qu'est-ce qui permet du coup de te nourrir et justement de nourrir la fondation et l'association pour ensuite continuer à développer ce type de projet et à faire les activités d'activisme? Alors c'est hyper intéressant, c'est vraiment fondamental comme question parce qu'en fait, alors c'est notre expérience à nous, je ne sais pas si ça se réplique, mais ce qui peut se répliquer, c'est la gestion de l'erreur et de l'échec. Disons, mais donc ce qu'on a vécu peut illustrer grandement donc ce rapport aux erreurs stratégiques qu'on peut faire. On a cru longtemps, et benoîtement, que l'on pouvait, voilà, on était porteur d'une volonté d'évangélisation, en tout cas de conversion à l'écologie de la société birmane. Alors pas sans démarche paternaliste, mais disons dans vraiment une démarche de mobilisation et de conviction. On a cru longtemps que cette application d'une multiplication la démarche à la Greta Thunberg appliquée à la Birmanie serait bien sûr reconnue par tout le monde, et en particulier par les grands bailleurs internationaux. Et en fait, dans notre domaine de compétences, les grands bailleurs internationaux aiment beaucoup plus s'occuper des petits projets et des petites choses toutes mignonnes et de la défense de l'environnement et de la défense de la faune et de la flore, pour faire simple, et de la sanctuarisation de la nature, que de la remise en cause du modèle de développement mondialisé ultralibéral. Et en fait, là, il y a un premier problème politique, c'est qu'on a cru qu'on pouvait quand même avoir des bailleurs un peu plus intelligents que les autres, mais ils sont quand même assujettis à une certaine logique qui fait que notre démarche est quand même un peu trop contestataire pour leur plaire. Donc ça, c'est le premier point, il est politique. Moi, je reste fondamentalement un politique, je reste surtout un militant tout court, un militant citoyen, et je suis obligé de faire le constat que je ne vais pas trouver de l'argent pour mon activisme auprès des bailleurs. Donc, on a cru pendant des années, on a vivoté parce qu'on a eu 5 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, et puis 2 fois sur des trucs très spécifiques, et en plus, il y en a un, c'était vraiment plateforme de dialogue sur la croissance verte. Donc, on peut pas dire que c'était profondément révolutionnaire, mais c'était assez dans la démarche très chouette. Là, on a eu des financements, une fois de 60 000, une fois de 70 000. Mais je dis honnêtement, tout le reste, on n'a fait que vivoter. Donc, moi, je vivote, et j'embauche en fonction de ça des perspectives, et d'ailleurs perds tout mon argent dans le fait de survivre comme ça avec nos ressources, payer notre bureau,
payer les salaires et payer les voyages en avion, les allers-retours en France, point barre. Donc on a fait que vivoter pendant 5 ans. Donc c'est pas tenable du tout, surtout que ça part sur une erreur stratégique de fond. Et la question, c'est si on fait une erreur stratégique de ce type, mais transposable, si on veut, on peut la transposer à un autre type d'activité d'entrepreneuriat durable, ça tout à fait peut m'imaginer. Faut pas perdurer dans l'erreur stratégique. Faut être capable de l'analyser longtemps. C'est pour ça que là aussi, la question financière et de la trésorerie est fondamentale. Parce que moi, plus je vivote. C'est-à-dire que plus je cours pour avoir de l'argent et parce que j'ai besoin de payer le loyer le mois prochain et comment j'ai payé les salaires, moins j'ai de temps pour réfléchir et plus je peux être déprimé et le nez dans le guidon et moins j'ai de temps pour me poser pour dire je fais une erreur stratégique. Et c'est arrivé un peu par hasard quand même qu'on ait des opportunités, disons de contractualisation business avec des entreprises de l'économie verte qui au moins elles sont carrées et payent pour des prestations. Et donc c'est tout autre chose, quoi. C'est vraiment une prestation de soutien de projet ou d'intermédiation, de lobbying, etc. en faveur de l'économie verte et de leurs produits. Donc c'est une dimension business. Et donc ça s'est ouvert comme ça. Et à un moment donné, pour survivre quand on porte quelque chose, il faut, mais c'est ce que font la plupart des entrepreneurs sociaux, ils ont des petits boulots ou un autre boulot à côté pour tenir le temps d'arriver à stabiliser son modèle et d'arriver à être un truc rentable. Mais voilà, il faut faire autre chose, faire tout à fait autre chose, faire des petits boulots, une activité radicalement différente mais qui te permettent de tenir. Mais il ne faut pas attendre tant que tu n'as pas stabilisé ton modèle, tant qu'il n'a pas intellectuellement et méthodologiquement du sens. Faut pas persévérer. Et j'ai persévéré alors que dès le départ, j'aurais dû me dire, ayons 2 piliers. Et du coup, sur cette partie projet, c'est quoi votre business model exactement ? C'est très différent par rapport aux différentes thématiques et aux différentes entreprises. Des fois, c'est simplement, on n'a pas besoin de nous techniquement, on va dire, si on est surtout dans, je dirais, l'excellence dans les infrastructures avec les contributions, enfin le développement durable appliqué à la réalisation d'infrastructures. Je passe dans le détail, mais c'est l'univers de l'urbanisme, c'est l'univers aussi des transports en commun. On n'a pas forcément besoin de nous techniquement, donc c'est plus on va compter sur notre apport de connaissance de la cité birmane, des réseaux, des règles, des lois, des codes, de la culture, des interlocuteurs. Bon, là, pour le coup, on est vraiment à fond. Il se trouve en plus qu'il y a la particularité de mon organisation, c'est qu'elle est maintenant gérée à 2, en l'occurrence, puisqu'elle est gérée avec ma partenaire et néanmoins épouse, qui est birmane. Donc il y a aussi une dimension de couple franco-birman au service de l'écologie et au service de l'économie verte. Et forcément, notre développement, notre déploiement de compétences, il s'est multiplié, s'est mis au carré avec elle et moi, donc au service bien sûr du développement de projet. Et puis il y a des choses où on est vraiment les mains dans le cambouis, où on fait tout du sol au plafond, comme dans le cas des hydroliennes d'HydroQuest. Et puis on a, parce que c'est d'autres sujets, on a des projets de fermes solaires, soit toutes petites, ce qu'on appelle les mini-grids, c'est-à-dire des fermes autonomes, des réseaux des réseaux autonomes pour un village ou un groupe de villages, ou on a des projets de fermes. Donc là, c'est de longue haleine aussi. Là, c'est juste des projets sur lesquels on est en train de réaliser l'étude de préfaisabilité. Donc, et qu'on raccrochera au réseau un jour birman national un jour. Et voilà. Donc, on a aussi ça, bien sûr, les éoliennes qui sont un énorme sujet, mais nous aussi, enfin, on n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, et donc on a aussi envie de travailler sur ce sujet dans des régions très éloignées, auxquelles nous, on a peut-être plus accès que d'autres, puisqu'on est très, très enraciné dans la société civile multiethnique birmane. Et puis on a d'autres choses plus embryonnaires, mais ça fait partie de nos rêves, dans l'agriculture biologique.
et dans l'écotourisme. Mais dans l'agriculture biologique, là, on n'est pas loin d'être capable de contribuer au développement de la filière complément alimentaire à base de produits naturels, avec les plantes birmanes, donc en agriculture biologique, et tout ça dans une logique de médecine préventive, de médecine douce. Donc on est super content parce que c'est une des perspectives. On va peut-être pouvoir commencer à aider des entreprises concernées. Donc on fait les go-between, nous, et donc forcément on est rémunéré pour cette activité de go-between entre différentes sociétés. Donc on compte bien, et là ça devrait nous financer très correctement. Et donc en gros en finançant avec ces finances-là, je paye, c'est reparti, mon bureau, un salaire, les frais fixes, les frais de com, et j'ai une marge, ce qui fait que je peux investir dans du temps pour nous, des jobs supplémentaires, et aller prêcher la bonne parole, ou plutôt envoyer des activistes professionnels aguerris auprès de réseaux d'associations environnementales birmanes locales, en but contre telle centrale au charbon, tel port en eau profonde, tel projet de tourisme de masse, etc. Ou pour l'agriculture biologique contre les OGM et les pesticides à tout crin en état CHAN. Voilà, ça c'est vraiment, c'est la marge, le business model, c'est ça, c'est la marge qu'on fait avec des projets business qui nous permet de payer de l'activisme, dont je dis que je ne trouverai plus d'argent pour le financer, mais en plus maintenant, je dis que je veux pas trouver d'argent, parce que je veux pas dépendre de quelqu'un qui a des codes, des valeurs, et surtout une méthodologie de fonctionnement radicalement différente de moi, et qui va pénaliser l'efficacité, la dynamique et surtout la souplesse de développement de l'activisme. Et si l'activisme veut pouvoir être performant et veut pouvoir être aussi libre de ses choix et de sa stratégie, il doit aussi être autonome. Très bien. Je vais juste aller sur un dernier point, parce que je me rends compte que le temps tourne. Sur comment se lancer. Quels seraient pour toi les conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat durable? Alors là, il y a deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets. Il y a premièrement, se lancer en soi en général dans une activité autonome, où on est son propre patron, mais ou son propre collectif patron, puisque moi j'ai été un peu seul dans mon aventure, malgré le soutien de mes amis, d'amis en France, cofondateurs, mais ils ont entre guillemets autre chose à faire, ils ont leur propre vie. Donc c'est vrai qu'en Birmanie, j'ai été assez longtemps seul. Mais un collectif, c'est parfois un collectif très soudé ou très modeste ou très tolérant. Donc si on se lance comme ça, il y a un certain nombre de principes de base. Je parle il y a des questions de valeur et de caractère, mais ça c'est un peu général. Mais moi, je peux tirer une leçon que je peux partager. C'est vraiment cette notion, d'une part, de patience, parce que rien de ce qu'on va vivre, on peut vraiment le prévoir. Tout sera différent de ce qu'on prévoit, tout le temps. Donc il faut être d'une flexibilité à toute épreuve. Il faut être d'une patience aussi à toute épreuve, parce qu'en fait, tout ce qu'on escompte arrive... toutes les bonnes nouvelles arrivent bien plus tard que ce qu'on escomptait, et toutes les mauvaises arrivent plus tôt que ce qu'on attendait. Et de persévérance, parce que tout est qu'une question d'amélioration de son organisation, et d'apprentissage de la méthodologie, de la culture, et bien sûr de la gestion et du développement de projet. Donc il y a cette partie-là où il faut être capable, tout arrive à partir du moment où on s'améliore tout le temps. Mais il faut compter s'améliorer. Il n'y a pas vraiment de miracle. Bon, il y a des surprises, il y a des aléas, mais il n'y a pas vraiment de miracle. Donc il faut avancer en ce sens-là. Donc pour une part, et par contre, il y a vraiment une question financière.
soit on est à vivoter, à courir après des bouts de ficelle, et donc on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se poser, et puis en fait on fait les mauvais choix. Soit on a vraiment une trésor de longue date, on a un trésor de guerre qui permet de tenir pour se développer, on a effectivement mis de l'argent de côté, et puis on sait qu'on va tout dilapider, il faut le savoir à l'avance. Soit une autre activité, mais si on a une autre activité, le soir, c'est pas pour créer Green Lotus, quoi. Enfin, on sait qu'on est fatigué, donc c'est toujours pas si facile. Bon, ça, c'est cette partie, une méthodologie générale. Il y a une partie sur l'international, où là, si on veut développer quelque chose à l'international, je pense que... Alors là, c'est une question de conviction, je dirais, idéologique. Si on vient avec une mentalité, une vraie question de mentalité, si on vient avec une mentalité à l'international en développant une logique de vente des activités, mais qui a du sens et qui a qui a un contenu porteur de valeurs écologiques et porteur de solutions du développement durable, solutions vertes, et qu'on vient dans une logique où on est là pour aider les pauvres, apporter la bonne parole à des populations qui n'attendent que toi, en tant que sauveur. En gros, si on vient en colonialiste, en néocolonialiste, non seulement c'est désastreux, et puis maintenant, plus ça va, plus on va se faire renvoyer sur les roses. Donc, il faut entretenir une mentalité anticolonialiste, enfin au sens ancien. Les débats actuels sont très mauvais, mais bon, au sens ancien, contre l'approche colonialiste, non colonialiste et anti-paternaliste. On est au service de gens, qui sont des adultes dont c'est le pays et qui ont plus de légitimité que toi. Donc, soit tu considères qu'il leur manque ça en termes d'organisation, qui sont un peu foireux en orga, comme ma propre épouse. Et donc, je lui sers à ce qu'elle s'organise mieux, mais c'est elle la chef, et c'est elle la maître dans son pays, et la maîtresse dans son pays, et c'est vraiment, moi, je suis dans un transfert de leadership et un transfert de compétences. Et voilà, et puis transfert de connaissances en général, c'est juste et des données simples, le réchauffement climatique, vous produire ça et ça en Birmanie, donc vous allez devoir transformer votre pays comme ci, comme ça, et aussi il faut lutter contre le réchauffement climatique de votre pays. Voilà, donc c'est des approches, on va dire, là, plus morales. Mais c'est fondamental parce que moi je perds plus mon temps à parler avec des gens qui pensent les sauveurs de la planète et qui viennent évangéliser à droite et à gauche, quoi. Au moins ça c'est clair. Ok, moi je te propose de rester sur ces beaux mots. Si les gens veulent te contacter pour travailler avec Green Lotus, pour je sais pas, des jeunes Français ou moins jeunes qui souhaiteraient venir vous accompagner pour travailler avec Green Lotus et chez Green Lotus de manière globale, comment est-ce qu'ils pourraient te contacter? Alors moi je suis toujours preneur, ça je le dis haut et fort. Je suis toujours preneur. Après, bien sûr, c'est est-ce que j'embauche, je suis dans une époque d'embauche ou une époque de structuration, de renforcement de la structure. Et donc voilà, et c'est tout simple. Et un site internet, www.green-lotus.org, et une page Facebook, Green Lotus FR. Je ne sais pas pourquoi il y a FR, mais c'est comme ça. Il faudrait que je change ça. Green Lotus. Ok, très bien. Facebook. Nickel. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.